Paris, printemps 2005. Les cerisiers du jardin du Luxembourg s'épanouissaient en une explosion de pétales roses, baignant la ville d'une lumière douce et prometteuse, un contraste saisissant avec les tensions qui régnaient dans l'hôtel, particulier des Beaumont, au cœur du 16e arrondissement. Élodie Beaumont, 26 ans, se tenait devant un miroir ovale aux bordures dorées dans sa chambre, une pièce aux murs tapissés de soie crème et aux meubles en acajou massif, un héritage familial qui pesait autant sur ses épaules que les attentes de ses parents. Ses longs cheveux blonds, relevés en un chignon élégant mais simple, cascadaient légèrement sur une robe de mariée qu'elle avait choisie avec soin dans une boutique modeste de la rive gauche, loin des boutiques de luxe que sa mère, Catherine, aurait préférées. La robe, en mousseline blanche, était dépourvue des ornements ostentatoires que sa famille aurait imposés, mais elle reflétait la simplicité qu'Élodie chérissait, un symbole de sa rébellion douce contre les conventions. Ses yeux bleus, hérités de sa grand-mère maternelle, brillaient d'une lueur d'espoir mêlée d'une appréhension qu'elle tentait de réprimer. Ce jour-là, elle allait épouser Julien Moreau, un artiste de 28 ans qu'elle avait rencontré, par hasard dans une petite galerie d'art de Montmartre, un soir d'automne pluvieux, où ses toiles l'avaient bouleversé comme une mélodie oubliée. Julien Moreau était l'antithèse de tout ce que les Beaumont représentaient. Ses cheveux bruns, ébouriffés par le vent et souvent striés de peinture, encadraient un visage marqué par une intensité rare, ses yeux noisettes pétillant d'une passion qui semblait consumer tout ce qu'il touchait. Ses mains, tachées, de bleu cobalt ou de rouge carmin, portaient les traces de son art, des toiles qu'il peignait avec une ferveur presque religieuse dans son atelier exigu de Belleville. Élodie l'avait rencontré alors qu'elle fuyait une réception mondaine organisée par ses parents. Une de ces soirées où les invités, drapés de robes haute couture et de costumes sur mesure, échangeaient des banalités derrière des coupes de champagne. Elle avait erré dans les ruelles pavées de Montmartre, ses talons claquant sur les pierres humides, jusqu'à ce qu'elle tombe sur Julien, peignant sous un réverbère vacillant. Il travaillait sur une toile représentant Paris sous la pluie, les lumières de la ville se reflétant dans des flaques d'eau comme des étoiles tombées du ciel. « Essaye », avait-il dit avec un sourire timide, lui tendant un pinceau, et ce geste spontané avait scellé leur destin. Depuis ce jour, ils s'étaient retrouvés régulièrement dans des cafés discrets, partageant des croissants et des confessions. Julien lui peignant des portraits qu'il refusait de vendre, disant qu'ils étaient trop précieux. Mais, pour la famille Beaumont, Julien n'était qu'un spectre indigne, un pauvre peintre sans nom ni fortune, un homme qui, selon eux, ne pouvait offrir à leur fille unique qu'une vie de misère et d'humiliation. La dynastie Beaumont était ancrée dans l'élite parisienne, un nom qui résonnait dans les cercles les plus exclusifs. Philippe Beaumont, le père d'Élodie, un homme de 60 ans aux tempes grisonnantes et à la posture rigide, dirigeait Beaumont Pharma, une entreprise pharmaceutique florissante qui avait bâti sa fortune sur des brevets controversés et des contrats lucratifs avec des gouvernements étrangers. L'entreprise, fondée par le grand-père d'Élodie après la Seconde Guerre mondiale, avait survécu à des scandales éthiques grâce à des avocats habiles et des pots de vin bien placés. Une réalité que Philippe masquait derrière un vernis de respectabilité. Catherine Beaumont, sa mère, une femme de 58 ans aux cheveux blonds teints et au sourire calculé, était une figure incontournable des cercles mondains, organisant des soirées somptueuses dans leur salon au lustre, de cristal, où les invités chuchotaient des ragots derrière des coupes de champagne d'Homme Pérignon. Ces soirées, auxquelles Élodie avait assisté dès son adolescence, étaient des spectacles de pouvoir, des jeux d'influence où Catherine brillait comme une reine, son collier de diamants scintillant sous les lumières. Lorsque Élodie avait annoncé ses fiançailles avec Julien, l'opposition avait été un raz-de-marée. C'était un soir d'hiver, dans la salle à manger familiale, alors que le feu crépitait dans la cheminée et que le parfum des roses blanches du centre de table emplissait l'air. Philippe, assis en bout de table, avait reposé son verre, de Bordeaux avec une lenteur menaçante. Un peintre sans le sou, avait-il tonné, son visage rouge de colère, ses poings serrés faisant trembler la table de chêne massif. « Tu oses nous faire honte avec un tel choix? Tu es une Beaumont, Élodie.
Nous avons bâti un empire pour toi, et tu choisis un gueux qui ne peut même pas payer ses factures ?» Catherine, plus subtile mais tout aussi venimeuse, avait ajouté, avec un rictus glacial, « Tu vas jeter ton avenir, ton statut, pour un homme qui ne peut même pas t'offrir une maison décente? Pense à ton héritage, Élodie. Pense à ce que les gens diront. » Les mots avaient été comme des coups de poignard, chaque syllabe creusant une blessure dans le cœur d'Élodie, mais elle avait tenu bon, portée par un amour qu'elle croyait invincible. Elle avait organisé une cérémonie discrète dans une petite église de Montmartre Saint-Pierre, un lieu modeste aux vitraux ternis par le temps, loin des regards scrutateurs de la haute société. Le jour du mariage arriva, un matin frais où le soleil perçait timidement à travers les nuages, illuminant les rues de Montmartre d'une lumière dorée. Élodie avait passé la nuit précédente à rêver de Julien, de leur rire partagé dans des cafés enfumés, de ses doigts tachés de peinture caressant son visage. Elle s'était réveillée avec une détermination farouche, enfilant sa robe avec l'aide de Lucie, sa meilleure amie, une rousse pétillante au rire contagieux qui avait toujours soutenu ses choix. Lucie, vêtue d'une robe vert émeraude, avait ajusté le voile d'Élodie, murmurant « Tu es magnifique, ma belle. Julien a de la chance. » Seuls quelques amis proches étaient présents. Lucie, Paul, un collègue artiste de Julien, un homme trapu aux mains calleuses qui avait apporté une bouteille de vin pour célébrer, et une vieille femme du quartier, Madame Dubois, qui avait insisté pour assister à la cérémonie après avoir vu Élodie acheter des fleurs au marché. L'église, petite et sobre, sentait le bois ancien et la cire des bougies. Les bancs grinçaient sous le poids des rares invités, et un bouquet de lys blancs, choisi par Élodie, ornait l'autel, leur parfum doux emplissant l'air. La cérémonie fut intime, les vœux échangés dans un murmure, les anneaux glissant sur leurs doigts avec une solennité émouvante. Julien, dans un costume noir légèrement froissé, mais porté avec une dignité touchante, avait regardé Élodie avec une adoration qui lui coupa le souffle. « Je promets de t'aimer, dans la richesse comme dans la pauvreté, » avait-il dit, sa voix tremblante d'émotion, et Élodie avait senti des larmes lui monter aux yeux. Mais la nouvelle de leur union s'était répandue comme une traînée de poudre dans les cercles huppés de Paris, et Catherine, déterminée à stopper cette union qu'elle jugeait indigne, fit irruption dans l'église juste avant que le prêtre ne les déclare mari et femme. Ses talons aiguilles claquèrent sur le sol de pierre comme des éclats de tonnerre, son visage figé par une fureur froide, ses yeux lançant des éclairs. Elle portait une robe bleu nuit et un collier de perles, son apparence impeccable contrastant avec la simplicité de la scène. « Élodie, arrête cette folie immédiatement !» cria-t-elle, sa voix résonnant sous les voûtes de l'église, attirant les regards curieux des passants qui s'étaient arrêtés à l'entrée, leur murmure formant un bourdonnement désapprobateur. « Tu veux vraiment t'abaisser à épouser un misérable, un gueux qui ne vaut pas la moitié de ce que tu mérites? Tu es une Beaumont, pas une mendiante. » Les mots, acérés comme des lames, frappèrent Élodie en plein cœur, et elle sentit ses joues s'empourprer sous l'humiliation publique. Les invités se figèrent, Lucie serrant son bras pour la soutenir, tandis que Paul lançait un regard noir à Catherine. Julien, à ses côtés, lui prit la main, sa poigne ferme mais rassurante, et murmura d'une voix calme mais assurée. « Je t'aime, Élodie, et c'est tout ce qui compte. Rien ni personne ne changera ça. » Le prêtre, un vieil homme aux lunettes épaisses, toussa nerveusement mais poursuivit la cérémonie, déclarant finalement « Je vous déclare mari et femme. » Julien embrassa Élodie, un baiser doux et fervent, mais l'humiliation infligée par Catherine avait planté une graine de doute dans l'âme d'Élodie, un poids qu'elle porterait dans les jours sombres à venir. Antoine de Vaucourt, un ancien prétendant d'Élodie, avait également entendu parler du mariage. Antoine, 30 ans, héritier d'une famille de banquiers, avait été un choix approuvé par les Beaumont. Un homme blond aux traits aristocratiques et au sourire charmeur qui avait courtisé Élodie pendant des années. Il avait tenté de la dissuader la veille, l'attendant à la sortie de la boutique où elle avait acheté sa robe, son costume gris impeccablement coupé contrastant avec les rues animées de Paris. « Élodie,
Tu fais une erreur, avait-il dit, sa voix mielleuse, cachant une arrogance froide. Je peux t'offrir le monde. Des voyages, des bijoux, une vie que tu mérites. Ce peintre ne t'apportera que des regrets. Mais Élodie, le cœur déjà donné à Julien, avait secoué la tête, ses yeux brillants de défi. Je l'aime. Antoine, l'argent ne peut pas acheter ça. Antoine avait souri. Un sourire qui promettait des représailles, et il était parti, laissant Élodie avec un frisson d'inquiétude. Après le mariage, Élodie et Julien s'installèrent dans un petit appartement à Belleville. Un quartier vibrant mais rude. Un contraste brutal avec l'opulence du 16e arrondissement qu'Élodie avait toujours connu. L'appartement, au 4e étage d'un immeuble ancien aux escaliers grinçants, était un espace exigu où les murs, fissurés par l'humidité, laissaient passer des courants d'air froid, et où le chauffage, un vieux radiateur rouillé, crachotait à peine une chaleur insuffisante. La cuisine, minuscule, avait un évier qui débordait souvent, et une seule fenêtre donnait sur une cour intérieure où les voisins étendaient leur linge, leur conversation bruyante, montant jusqu'à eux. Pourtant, Élodie trouvait du bonheur dans les moments simples qui ponctuaient leur nouvelle vie. Les soirées où Julien peignait sous une lampe vacillante, ses toiles prenant vie avec des couleurs vibrantes, des bleus profonds, des rouges ardents, des jaunes éclatants, étaient un refuge pour elle. Elle s'asseyait sur un vieux canapé défoncé, un roman de Maupassant ou de Zola entre les mains, et lisait à voix haute pendant qu'ils travaillaient, leur rire résonnant doucement dans l'espace confiné. Ils partageaient des dîners frugaux, du pain croustillant, un morceau de fromage bon marché, une soupe de légumes qu'Élodie apprenait à cuisiner avec les moyens du bord, mais chaque bouchée était agrémentée d'amour, un luxe que l'argent ne pouvait acheter. Cependant, la société parisienne, impitoyable dans sa superficialité et ses jugements, ne pardonnait pas le choix d'Élodie. Les invitations aux galas et aux dîners mondains, qui avaient autrefois encombré son agenda, cessèrent comme par magie, remplacés par un silence assourdissant. Les amis de ses parents, qu'elle croisait parfois dans les rues chics de Paris, la snobaient avec des regards dédaigneux, leurs murmures à peine dissimulés lorsqu'elle passait devant eux. Catherine, dans un élan de vengeance calculée, répandit des rumeurs cruelles dans les salons dorés où elle régnait encore, en maîtresse incontestée. Élodie vit dans la misère. Elle mendie presque pour survivre, abandonnée à son sort par un mari sans avenir. Elle a troqué les diamants pour des haillons. Ces mots, relayés par des chroniqueurs mondains avides de scandales, se répandirent comme un feu de forêt, transformant Élodie en une paria, une femme déchue qui avait osé défier les codes de son monde. Un soir d'automne, alors que les feuilles mortes tapissaient les trottoirs de Belleville d'un manteau doré et roux, Julien fut invité à exposer ses dernières toiles dans une galerie chic du Marais, un événement organisé par un critique d'art influent, Pierre Delacroix, qui avait découvert son travail par hasard. Élodie, excitée mais nerveuse, avait passé des heures à choisir une robe, une pièce simple en velours vert qu'elle avait achetée dans une friperie, mais qu'elle avait accessoirisée avec un collier de perles prêté par Lucie. La galerie, un espace moderne aux murs blancs et aux lumières tamisées, était bondée de galeristes, de collectionneurs et d'amateurs d'art, leur voix formant un bourdonnement constant. Les toiles de Julien, des paysages oniriques où des silhouettes dansaient sous des cieux étoilés, attirèrent l'attention et quelques critiques murmurèrent des éloges. Mais l'atmosphère changea brutalement lorsque Élodie croisa sa cousine Mathilde, une femme de 30 ans aux cheveux noirs impeccablement coiffés et au sourire narquois qui masquait une jalousie profonde. Mathilde, mariée à un banquier influent, Charles de Montfort, ne ratait jamais une occasion de rabaisser Élodie, surtout depuis que leur rivalité d'enfance s'était transformée en mépris adulte. Mathilde, un verre de vin rouge à la main, s'approcha d'Élodie, son parfum capiteux envahissant l'espace. « Alors, c'est ça, ta nouvelle vie », lança-t-elle, sa voix portant jusqu'aux oreilles des galeristes et des amateurs d'art rassemblés autour d'eux. « Regarde-toi, Élodie, dans cette robe bon marché tu fais pitié. Ton pauvre mari peut à peine payer le loyer, n'est-ce pas? Tu es devenue une ombre de ce que tu étais,
une Beaumont réduite à mendier l'attention dans des galeries de seconde zone. Les mots, prononcés avec une cruauté calculée devant une foule silencieuse, furent un coup de poignard en plein cœur. Élodie sentit les regards se poser sur elle comme des jugements implacables, ses joues brûlant de honte, ses mains tremblant alors qu'elle serrait son sac contre elle. Les rires étouffés de quelques invités, des amis de Mathilde, résonnèrent dans ses oreilles, amplifiant son humiliation. Incapable de répondre, elle quitta la salle en larmes, ses talons claquant sur le parquet, ses sanglots étouffés par le brouhaha de la foule. Julien, qui discutait avec Pierre Delacroix, la vit partir et courut derrière elle, abandonnant une conversation qui aurait pu changer sa carrière. Dehors, une pluie battante s'était mise à tomber, trempant les rues du Marais d'une eau froide et incessante. Élodie s'arrêta sous un auvent étroit, son maquillage coulant sur ses joues, ses épaules secouées par des sanglots incontrôlables. Julien la rejoignit, son costume noir trempé, ses cheveux collés à son front. « Ne les écoute pas, mon amour », murmura-t-il, la serrant dans ses bras, l'eau ruisselant sur leur visage comme des larmes partagées. Ils ne savent rien de nous, rien de notre amour. Mais le doute s'installait dans l'esprit d'Élodie, une ombre grandissante qui menaçait leur bonheur fragile. Avait-elle sacrifié son honneur pour un rêve qui s'effritait sous le poids des jugements? Sophie, une ancienne amie d'Élodie, la contacta peu après, l'invitant à un thé dans un salon huppé des Champs-Élysées. Sophie, une femme élégante aux cheveux châtains et aux manières polies, avait été une alliée dans les cercles mondains, mais son ton était teinté de pitié. « Élodie, tu peux encore revenir, dit-elle, sirotant son thé au jasmin. Ta mère est prête à tout pardonner si tu abandonnes ce mariage. Tu mérites mieux que cette vie. » Élodie, tentée un instant, secoua la tête, son cœur restant fidèle à Julien, mais les mots de Sophie résonnèrent longtemps. Julien, malgré son apparente simplicité, portait un secret lourd comme une pierre, un fardeau qu'il avait caché à Élodie depuis le début de leur relation. Elle le découvrit un matin pluvieux, alors qu'elle rangeait des vieux carnets dans leur atelier exigu, un espace encombré de toiles inachevées, de pots de peinture et de chevalets bancals. En ouvrant un carnet de croquis, elle trouva une lettre jaunie, cachetée d'un sceau élégant, adressée à Julien par un notaire de Bordeaux. La lettre, écrite dans une écriture soignée, mentionnait une fortune colossale, un héritage lié à la famille de La Roche, une lignée noble tombée dans l'oubli après la Seconde Guerre mondiale, dont Julien était le dernier héritier, direct. Stupéfaite, Élodie sentit son cœur s'accélérer, ses doigts tremblants alors qu'elle lisait les mots. « Monsieur Julien de La Roche, vous êtes convoqué pour réclamer l'héritage de votre père, Henri de La Roche, comprenant des terres, des titres et une somme de 50 millions d'euros. » Elle confronta Julien immédiatement, sa voix tremblante de colère et de confusion. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle, tenant la lettre comme une grenade dégoupillée, ses yeux bleus brillants de larmes contenues. Julien, les yeux baissés, ses mains crispées sur une tasse de café froid, expliqua avec une voix brisée. « Je suis né dans ce monde, Élodie, mais je l'ai fui. Mon père, un comte déchu, m'a rejeté quand j'ai choisi la peinture. Je ne voulais pas que l'argent définisse notre amour. » La vérité révéla une enfance tourmentée pour Julien, un passé qu'il avait enfoui sous des couches de silence et de pinceau. Fils unique d'Henri de La Roche, un aristocrate alcoolique qui dilapidait la fortune familiale dans des jeux d'argent et des soirées décadentes, et de Marie, une femme douce brisée par des années d'abus, Julien avait grandi dans un château en ruines en Dordogne, un domaine autrefois majestueux mais réduit à des murs fissurés et des jardins envahis par les ronces. Les couloirs du château, froids et sombres, étaient hantés par des portraits ancestraux au regard sévère, des hommes et des femmes qui semblaient juger chaque pas du jeune Julien. À 10 ans, il avait vu sa mère, Marie, s'effacer peu à peu, son sourire s'éteignant sous le poids des humiliations infligées par Henri. Elle lui racontait des histoires de chevaliers et de princesses, le seul refuge qu'elle pouvait offrir. Mais elle mourut d'une pneumonie mal soignée, alors que Julien avait 15 ans, le laissant seul avec un père qui le méprisait. À 18 ans,
Après une dispute violente où Henri l'avait frappé, Julien avait fui, abandonnant son nom et son héritage pour vivre libre à Paris, dormant dans des ateliers prêtés par des amis artistes, peignant dans les rues pour survivre. Élodie, émue par cette confession, sentit son amour pour Julien se renforcer, mais aussi une peur nouvelle, que ce passé ne les sépare. Elle passa des nuits à réfléchir, hantée par des rêves où Julien disparaissait, emportée par un monde qu'elle ne comprenait pas. Pendant ce temps, un notaire, M. Fournier, un homme âgé au costume impeccable, contacta Julien, insistant pour qu'il vienne à Bordeaux pour régler les détails de l'héritage. Julien, hésitant, finit par accepter, mais uniquement pour garantir un avenir à Élodie, tout en jurant de ne jamais renoncer à son art. La nouvelle de l'héritage de Julien éclata au grand jour comme une bombe. Un article dans Le Figaro, publié par un journaliste mondain avide de scandale, révéla son identité. Julien Delaroche, le peintre bohème, est l'héritier oublié d'une fortune de 50 millions d'euros. L'article, accompagné d'une photo floue de Julien et Élodie au vernissage, déclencha un scandale qui secoua Paris. Les Beaumont, horrifiés par leur propre aveuglement, tentèrent de se réconcilier avec Élodie. Philippe l'appela un matin, sa voix tremblante d'une fausse humilité. « Nous ne savions pas, ma chérie. Reviens, nous pouvons tout arranger. » Catherine envoya des fleurs, des lys blancs accompagnés d'une lettre d'excuse, mais Élodie, blessée par leur hypocrisie, refusa de plier, jetant les fleurs dans une poubelle de Belleville. Julien, réticent mais pragmatique, accepta de réclamer son héritage pour sécuriser leur avenir, mais à une condition, préserver son art, son âme. Il fut invité à une soirée organisée par la famille Delaroche, un bal somptueux dans un château restauré en Dordogne, le même où il avait grandi. Le château, désormais rénové, brillait sous des lustres dorés, ses jardins illuminés par des lanternes, ses salles remplies d'invités en robes de bal et smoking. Élodie, vêtue d'une robe en soie bleu nuit offerte par sa belle famille, rayonnait, mais une tension persistait. Les invités murmuraient sur son passé d'épouse, d'un pauvre, leur regard oscillant entre admiration et mépris. Pourtant, un discours de Julien prononcé au milieu du bal changea tout. « Cet héritage, je le dédie à ma femme, Élodie, » dit-il, sa voix claire et ferme, ses yeux brillants d'amour. « Elle m'a aimé quand je n'avais rien, et c'est elle qui m'a donné tout. » Les invités touchés applaudirent, et Élodie, les larmes aux yeux, sentit la honte s'effacer, remplacée par une fierté infinie. Avec leur nouvelle fortune, Élodie et Julien transformèrent leur vie sans perdre leur âme. Ils créèrent la Fondation Moreau, une organisation pour soutenir les artistes pauvres, offrant des bourses et des espaces de travail. Élodie, inspirée par ses propres luttes, devint une avocate passionnée pour les droits des femmes, plaidant pour des mères célibataires et des victimes de discrimination. Leur amour, testé par l'adversité, devint une légende dans les cercles parisiens. Lors d'une exposition en leur honneur, organisée dans une galerie prestigieuse du Louvre, Julien dévoila un portrait d'Élodie, une œuvre où elle apparaissait comme une déesse, entourée de lumière, symbole de leur résilience. La foule émue applaudit à tout rompre, et Élodie, serrant la main de Julien, sut qu'ils avaient triomphé.